Bonjour, vous écoutez l'épisode 161 de Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox et de l'univers Surface. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2019 et c'est l'épisode 161 de Lifetile. Pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi 3 camarades ce soir. Alors j'ai d'abord Christophe qui est là. Bonsoir Christophe, comment vas-tu depuis le Nord ? Ça va super bien, ouais. Tout va bien. À côté de toi, nous avons Flobo qui est un peu plus au nord. Un peu plus à l'est. Un peu plus à l'est, pardon. Excuse-moi, ma géographie de votre territoire est faiblard. Salut. On part là, quoi. Ouais, 20 km. Et puis nous avons enfin le sudiste de l'étape, Cassim, dans la région parisienne. Oh, ok. Ouais, vachement le sud. Ça va, oui. Le sudiste de l'étape, je veux dire, sur les 4, t'es peut-être... c'est peut-être moi le sudiste, allez. Tout est relatif, quoi. Bon, voilà. C'est ça. Totalement, c'est totalement relatif. Alors, ce soir, je vous propose de parler principalement d'un gros sujet qui est la future conférence Surface qui va arriver la semaine prochaine, le 2 octobre. Ça fait quel jour le 2 octobre ? C'est vraiment la semaine prochaine, c'est mardi. 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 D'accord. Mercredi, je sais plus. Ok, je sais pas, je te fais confiance. Attends, j'ai un calendrier. Mercredi. Non, c'est un mercredi. Mercredi. Donc c'est parfait, on pourra enregistrer le jeudi, on pourra en parler dans la foulée. Donc on va vous parler de rumeurs, d'informations qui ont fuité par rapport à cette conférence, donc sur l'équipe Surface et les produits qu'ils allaient présenter. Et ensuite on va continuer à vous parler d'autres sujets, mais ça sera principalement des sujets Xbox. On va pas tout dévoiler, mais voilà, on parlera de Xbox. Allez, alors sans plus attendre, on va lancer le premier jingle. Alors pour commencer, Cassim, on a appris pas mal de choses ont été communiquées autour de cet événement Surface. Donc il aura lieu le 2 octobre à New York et Microsoft, alors moi j'ai entendu dire que Microsoft donnait envie, teaser ses employés pour qu'ils suivent la conférence et qu'ils puissent en reparler derrière. Donc je pense qu'il y a quand même du lourd qui est prévu. Et puis, est-ce que toi, tu as des informations là supplémentaires avec des nouveaux leaks qui auraient pu paraître ? On avait parlé d'un Surface Laptop avec de l'AMD. Est-ce qu'on a des informations ou pas ? Ce genre de choses. Il y en a un peu plus, où j'ai entendu parler de port USB-C aussi. Il y a pas mal de choses qui ont fuité ou qui vont fuiter sur ce qui vont être annoncé le 2 octobre. Ils ont un gros programme, effectivement, et puis ils veulent vraiment marquer l'événement, j'ai l'impression. Donc il y a pas mal de choses prévues et on a des petites bribes d'informations sur ce qui est prévu. Il y a d'abord le Surface Laptop 3 dont on avait parlé, effectivement, qui va intégrer un processeur AMD pour la première fois. Donc c'est Microsoft qui va un petit peu, on va pas dire abandonner Intel sur cette génération, mais qui va laisser de la place un peu à ses concurrents directs. Donc on va avoir, donc ça va être surtout donc le laptop qui va intégrer une puce AMD qui va intégrer à la fois le processeur et la puce graphique dans un seul processeur, parce qu'AMD sait très bien faire les deux, mieux que Intel. D'ailleurs, c'est ce que Microsoft fait aussi avec sa Xbox. On se souvient que la Xbox One utilise déjà un processeur AMD, par exemple, et c'est exactement le même principe, c'est une puce qui intègre à la fois processeur et carte graphique. Et du coup, on verra bien ce que ça va donner en termes de performance. Pour l'instant, AMD, ils sont vraiment sur le retour. Ils n'ont pas encore fait totalement leurs preuves. Moi, j'en ai un dans un PC de bureau, c'est top. Mais les fabricants ont encore du mal à faire confiance, j'ai l'impression, pour les PC portables à AMD. En fait, les fabricants ont plutôt tendance à proposer du Intel pour l'instant. Donc, on verra ce que ça donne. Excuse-moi, c'est pas pour une histoire de logiciel, tout simplement ? C'est compliqué à savoir. Est-ce que c'est une histoire purement de logiciel ? Parce qu'on a vu effectivement que des fois, le logiciel pouvait faire défaut sur certaines générations Intel, par exemple. Je crois que c'était le premier sur Facebook, quand il avait été lancé, il y avait eu des petits problèmes. Non, je me suis pas expliqué de pouvoir installer tous les logiciels qu'on veut. AMD, on peut pas, c'est que des logiciels spéciaux, non ? Ah non, AMD, c'est pareil que Intel, c'est du x86. Je me gourre alors.
C'est ARM. Ah, bah oui, voilà. 3 lettres qui commencent par A. Excuse-moi. Mais non, AMD, il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, Avec tu es de on l'Intel verra ou de la- l'AMD, tu installes les logiciels que tu veux, tu t'en fiches. ouais, c'est la même Ça n'a chose. rien à voir avec ARM. Ouais, Oui. ouais, pardon, mais en fait, à l'époque, AMD, je remonte à l'époque, il y a très 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 longtemps, c'était Donc, pourri Cassim comme processeur. Ouais. Ils ont eu leur période, disons, des fois, ils ont eu leur très bonne période où ils arrivaient à faire aussi bien que, par exemple, le Pentium 4 à l'époque pour beaucoup moins cher et beaucoup moins de fréquences, etc. Donc, ils étaient beaucoup plus optimisés. Et après, il y a eu des périodes où c'était vraiment Sombre. pas au niveau. Ouais. Ça a duré quand même pas assez longtemps, hein, tout ce qui est Athlon XP, tout ça, pendant une longue époque, il y a eu beaucoup de monde acheté de l'AMD. Oui. C'était- Et après, C'est pendant avec une les longue corps, vraiment époque, les Core i3, i5, i7 que Intel a vraiment. Ils ont quasiment disparu, j'ai l'impression, à ce moment-là. ouais, ils ont quasiment tué AMD. Et là, AMD a fait son retour avec les Ryzen, les processeurs Ryzen. Et donc, on va voir. J'ai l'impression que Microsoft fait ça un peu pour donner l'exemple aux fabricants en l'intégrant dans ses propres produits. Et si ça marche, ils arrivent à faire un très bon Surface Laptop avec de l'AMD, ça montrera peut-être aux autres fabricants qu'ils peuvent eux aussi intégrer de l'AMD et faire des bons trucs, quoi. Donc ça, en tout cas, c'était pour D'accord. le Surface Laptop. Niveau connecteur aussi, on aura a priori Ouais. deux ports USB type C. Donc c'est les mini? Oui, Ouais, hein, c'est d'accord. le mini nouveau USB, Ouais, les petits. celui du Lumia 950 en fait. d'accord. Mais alors, Mais tu vois, moi je trouve que actuellement il y a encore beaucoup. J'aurais bien voulu, c'est con, mais un mix des deux, sans vouloir Ouais. embêter le monde, mais un USB-C et un large traditionnel. Tout C'est ce que bêtement. proposent souvent les autres PC portables, par exemple chez Asus ou quoi. Et je trouve aussi que c'est le meilleur choix, à la fois du moderne et du compatible avec tout, quoi. Et du du coup, compatible, voilà. C'est pas dire que c'est de l'ancien, c'est du compatible. Parce qu'il y non, a mais très peu de souris USB-C. Maintenant, vous avez des Ouais. souris Bluetooth sans fil, tout ça, mais on a tous besoin d'un petit accessoire ou de sa petite clé USB à la con qu'on a besoin de brancher. Et donc, absolument, il nous faut un petit dongle USB-C, USB traditionnel. C'est un Ouais. petit peu dommage, je Oui. trouve. Mais bon. USB-C sur les PC portables, ça a vraiment beaucoup de sens pour remplacer le chargeur, parce que du coup, tu peux Oui. avoir le même chargeur pour un peu tous les PC. Et pour le port vidéo, où tu avais de toute façon besoin d'un câble spécial. Les surfaces, de toute façon, c'était un mini DisplayPort avant. Un mini display, tout à fait, oui. Tout La à fait. Surface Go, c'est ce qu'elle a, ouais. Ouais. Ouais, et du coup, l'USB type C remplace ça parfaitement, il n'y a pas besoin, voilà. Par contre, le port USB classique, pour moi, il fallait le garder. Bon, on verra peut-être qu'ils l'auront gardé sur le Surface Laptop, hein, finalement. Peut-être que c'est deux nouveaux USB-C et qu'ils ont gardé l'USB classique en plus, hein, on verra. Oui, ce sera la petite surprise. Et donc, est-ce qu'on peut charger Florian, celui-là en tu avais des USB-C? questions. Est-ce que justement le chargeur est USB-C ou est-ce que c'est juste des ports USB-C? Ah, ça, c'est la question. Alors, des fois, il y a des PC qui ont à la fois un chargeur, par exemple, ils pourraient avoir le Surface Connect pour recharger de base le PC, et le PC pourrait quand même accepter la recharge par USB type C D'accord, pour ceux ça qui ont pourrait un être en double. Ouais, quand tu as oublié ton chargeur et que tu as quelqu'un qui, par exemple, t'as ton collègue qui a un MacBook avec le chargeur USB-C, il peut prêter ou un Dell XPS, par exemple, il peut prêter son chargeur et ce serait compatible. Donc Moi, ça, on verra. C'est un peu Ce que à j'attends détailler. vraiment, c'est pouvoir recharger mon PC portable comme mon téléphone avec une power bank. Tu achètes un truc, tu as 2-3 charges dessus et tu te charges avec ça sans prise électrique. C'est vraiment ce que j'attends depuis très longtemps et c'est ce qui me ferait changer ma surface. Avant ça, je serais content avec ma SP4, j'ai envie de dire. Et du coup, pour revenir au Surface Laptop, après, il n'y aurait pas de grand changement de design, si ce n'est que il y aurait une version Pro. Ok. Donc, tu nous as parlé de ce Surface Laptop, Cassim? Ah oui, pardon. C'est pas grave. Je n'étais pas sûr, du coup, je me dis, Pardon. ah putain, mon son a coupé. Ah, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai des problèmes de son, donc voilà. J'écoutais avec attention et intérêt Cassim. Ben non, finalement. Non, mais On arrête. mon segment était terminé. Il fallait que C'est non, ça. du coup, je disais que le Surface Laptop 3, c'était un dernier détail. Il y aurait peut-être une version sans clavier Alcantara, donc sans la moumoute, Ah oui. sans le clavier en tissu. Voilà. Il y aurait un clavier classique. Ce serait a priori une version pro, en fait, une version business. Oui, ça c'est une information qui date d'aujourd'hui, ça. Ouais. Donc voilà, il y aura une version supplémentaire sans le petit tissu, le molletonné. Ouais, mais- voilà. Alors, dites un truc, juste une question. Ce qui m'étonne, c'est que bon, ce que vous me présentez, enfin, ce que tu me dis, les leaks, tout ça, c'est super, c'est bien, c'est
un nouveau device Surface, donc une sorte d'amélioration de ce qui existe dans la gamme. Mais tout ce tease, enfin tout ce truc qu'ils mettent pour ça, enfin je veux pas faire le mec déçu, je veux pas que ça sera, vous pensez, la aussi belle présentation que quand ils ont sorti le Surface Book 1. J'ai l'impression qu'il y aurait eu je sais pas moi, un bon. Il y a 2 gros autres morceaux prévus. Alors, on va passer à un truc un peu plus intéressant alors, à ce moment-là. Ah bah oui, parce que là, C'est ce qui est Attends, connu. on commence par le léger. Ce qui est connu sous le nom de code Projet Campus. Donc, alors les noms de code chez Microsoft, c'est un peu spécial. C'est le nom de code qui vient du département marketing, visiblement. Parce qu'ils ont un nom de code chez Surface, ils ont un nom de code chez les commerciaux, quoi. Et alors, ce campus, c'est pour moi, là, visiblement, le produit qui sera peut-être le plus intéressant qu'ils vont présenter. Ça va être alors, vous prenez une Surface Pro et vous enlevez les bords autour de l'écran, surtout à gauche et à droite. Vous affinez un petit peu les bords en haut et en bas en laissant un petit peu parce que vous savez que le clavier, il faut qu'il puisse se caler là, s'accrocher en dessous de l'écran, donc il faut laisser un tout petit peu de marge. Il y aura un tout petit peu de marge en haut, même si. Une caméra aussi, peut-être, non? Bah, ça, en haut, pour la caméra, en haut. En haut, ouais, voilà, il y a une petite marge encore pour la caméra. Et puis je pense que c'est pour faire que ce soit symétrique entre le haut et le bas. Et voilà. À gauche, à droite, par contre, sera bien affiné. Et le châssis en lui-même est aussi très affiné. Donc je pense qu'ils vont. Là, par contre, je pense que le port USB classique, il va sauter. Disparaître, oui. Mais là, c'est plus défendable à mon avis parce que voilà, s'il n'y a plus la place pour le port USB classique, je pense que tu peux plus facilement le justifier. Donc il a l'air très fin. Il sera accompagné d'un nouveau stylet, là aussi beaucoup plus fin que le stylet actuel. Et rechargeable, mais on en avait parlé. Et rechargeable, visiblement. Ouais, ça devrait être celui-là, oui, je pense qu'il va être rechargeable. Le katana. Ouais, qui va être rechargeable sans fil. Et toujours donc le clavier type cover qu'on connaît bien. Bon, ce sera probablement une nouvelle version, mais rien de révolutionnaire. Et toujours le pied ajustable derrière. Mais si on enlevait le pied ajustable, je trouve que la tablette commence à ressembler beaucoup à ce que fait Apple avec l'iPad Pro, par exemple. Mais sauf qu'il y a le pied ajustable qui change tout. Et le pied ajustable, pour moi, c'est la marque Surface. C'est le truc qui est pour moi indispensable. Ah, je suis totalement d'accord. Et c'est ce qui fait que la machine est beaucoup plus, je trouve, agréable à utiliser. Et du coup, ce serait probablement, alors pour expliquer la finesse comme ça, à mon avis, c'est la Surface qui va tourner avec un processeur ARM cette fois, le fameux processeur ARM qui pose des problèmes de compatibilité logicielle. Donc, et qui te limite au Windows Store. Plus ou moins. Alors théoriquement, non, pas forcément. Eux, ils risquent d'activer le mode S, le fameux qui te limite au Windows Store, mais sinon, non, t'as Win32 et compagnie. Store, ouais. T'as bien Win32 compagnie qui tourne sans problème. Alors, par émulation, en fait. Ah. Donc, du coup, déjà, on verra si 100% des logiciels tournent. Apparemment, il y a peut-être quelques logiciels qui peuvent des fois poser problème à la marge, mais dans l'ensemble, globalement, tous les logiciels, la plupart des logiciels tournent. Et la grande question, c'est les performances. Moi, j'avais testé des machines un peu comme ça avant. Les performances étaient complètement à la ramasse. Là, ils promettent, c'est complètement une nouvelle génération de processeurs qui promet beaucoup en termes de performance. Donc, du coup, point d'intégration. Je ne peux pas dire ce sera nul ou ce sera bon. C'est vraiment gros point d'interrogation. J'imagine que si Microsoft se tient prêt à lancer une machine avec, pour moi, c'est que peut-être qu'ils ont la confiance sur le processeur, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça t'intéresserait, Christophe, du coup? Putain, en fait, ça m'intéresserait. Ouais. Mais je suis pas un geek à racheter tous les produits tous les mois, mais oui, franchement, ce qui me plaît là, c'est vraiment avoir un écran avec un bord plat. C'est juste pour le fun, mais j'aimerais bien. Après, voir est-ce que c'est comme une Surface Pro. Je dis à gauche parce qu'elle est à gauche. Excusez-moi, je tourne la tête, c'est parce que je regarde ma Surface Pro. Mais ça m'intéresserait vivement. Donc, ça ferait une Surface Pro, quoi? On est à la 8e génération, je sais plus. 7e. Ça serait une Surface Pro? Ou alors on dit toujours le Surface Laptop. Je confonds un peu maintenant tout ce que vous dites là, à ce propos des noms là. Mais j'aimerais bien. En fait, je pensais à un truc là tout à l'heure. Tu disais oui, là, on va pouvoir par émulation utiliser le Win32. Il y a OVH qui avait un service, malheureusement, qu'on en avait discuté sur un atelier ou je sais plus quoi, Lifestyle. C'était le cloud, je sais plus quoi. Et c'était super bien. En fait, on avait une VM
qui coûtait vraiment pas cher et on pouvait tout installer dessus et j'ai testé, ça marchait vraiment bien. Ça veut dire que même sur quelque chose sans émulation, on aurait un Windows Azure dans lequel on met toutes nos applis qu'on veut. Vous voyez un peu avec un serveur qu'on peut augmenter tout ça. Putain, je trouve ça révolutionnaire. Je pourrais même installer des programmes pas forcément compatibles avec le processeur, mais c'est pas grave, je me connecte comme on fait une connexion à distance avec Windows Server. Ouais, mais vu que tu vas les faire tourner à distance, ça marche avec ta machine. Hein? Bah non. Ouais. Hein? Ah oui, t'as un c'est la même décalage. technologie que Xcode. En fait, même sur mon téléphone, j'étais capable d'utiliser un logiciel de CAO Win32 sur mon Android. Là, l'idée, elle pourrait être pareille. Et en fait, OVH ont arrêté 6 mois après ce service-là. Pour eux, ils n'ont pas eu le business derrière qui fonctionnait. Mais bon. Non, mais j'aimerais bien un produit comme ça. Après, bon, au remplacement de la prochaine. Oui, il y aura le temps. Tu parlais du nom, là ce serait une tablette avec clavier ajustable, donc c'est effectivement ce que d'habitude on appelle soit une Surface, soit une Surface Pro. Le Surface Laptop dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le PC portable classique dont l'écran ne fait rien de spécial, si ce n'est qu'il est tactile à la limite, mais voilà, il n'y a rien de particulier dans le design. La Surface Pro, là ce serait quelque chose qui ressemble beaucoup à la Surface Pro, comme elle est pas avec un processeur Intel et qu'elle serait peut-être moins puissante, mais elle serait un peu plus autonome. Je me demande s'ils vont pas l'appeler la Surface 7 en fait, tout court. Sans le. Tu sais, comme il y avait eu la Surface RT, la Surface 2, la Surface 3. Là, ce serait peut-être une Surface 7, on verra. Je sais pas. En tout cas, moi, je vois, avec du recul, là, professionnellement, j'ai affaire qu'à des professionnels qui sont pas du tout dans l'informatique, pas geek, pas quoi que ce soit. C'est vachement réputé maintenant Surface. Je me rends compte de plus en plus. Hein. Oui. Les professionnels lambda, donc je ne veux pas dire les geeks comme nous, tout ça, non, les lambda, donc vraiment un peu artisan, c'est connu Surface Projet. Je suis de plus en plus surpris, agréablement surpris en fait. Enfin bref. Sur Paris, ça m'étonne toujours, mais il y a des campagnes de pub, tu sais, dans le métro, enfin des affiches géantes. Ah oui. Typiquement de la Fnac par exemple, qui font des pubs pour la gamme Surface. Enfin, c'est la Fnac qui fait donc c'est que ça doit bien se vendre chez eux, j'imagine, pour qu'ils fassent des pubs. Et donc la marque doit commencer à être connue, j'imagine. Ouais, même moi dans ma campagne, c'est très connu quoi. J'en suis vraiment surpris. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Bon, et le dernier produit, ce serait une Surface Pro qui, elle, garderait l'ancien design, par contre, et qui serait probablement plus puissante, un peu remis au goût du jour, mais sans changement majeur de design, quoi. Donc ça risque pas d'être l'annonce la plus intéressante de la soirée, quoi. Ouais, c'est normal de continuer le produit et la gamme, et puis de le faire maintenir dans... Je suis quand même intéressé par la Surface ARM, rien que par le fait que ce serait vraiment enfin un appareil Windows où on peut. Tu l'allumes, il est allumé, il tient, tu peux le mettre en veille pendant 3 jours et il tiendrait, la batterie serait pas vide. Ouais. C'est quelque chose que j'attends parce que moi, je vois bien ma Surface, je la mets pas en veille, hein. Je la mets en veille prolongée pour que ça se tienne complètement parce que si je la mets en veille, la batterie descend encore trop vite à mon goût. Ouais. La Surface, elle tient 4 heures, hein, pas plus. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Moi, le grand max, et encore grand max, 4 heures, c'est quand tu fais attention. Je trouve que la Surface Pro 3, moi, tenait mieux que ça. Après, c'est parce que tu fais avec. Moi, c'est vrai que peut-être que. En batterie. Mais bon. Ouais. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Tu as une batterie pleine, tu démarres Visual Studio, il te reste 30 minutes. C'est ça, c'est normal aussi. Non, je plaisante, mais. Ouais, non. Généralement, ça va être, je vais utiliser la suite Office ou je vais utiliser Lightroom, ce genre de logiciel, mais pas plus, quoi. Ouais, mais avec du thème dark partout, tu grattes. Oui, je fais facilement mes 4 heures, pourtant elle a quand même 5 ans, la bête. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je plaisantais pour le thème dark, Flobo. Ah bon? Il y a quand même eu pas mal de fuites du coup autour de cette soirée, mais on n'a pas encore eu tout, quoi. Il n'y a pas les prix, donc on aura, je pense, des belles surprises. Puis on a encore beaucoup de choses à savoir sur comment il s'appelle, caractéristiques détaillées. Finalement, le pliable aussi, dont on ne connaît rien pour ça. À une époque, Surface était vraiment un truc hyper carré, pas de fuite. Finalement, il y en a beaucoup de fuites. Ça s'est perdu tout ça. Ça s'est perdu. C'est volontaire, Cassim. Est-ce qu'on a une idée? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense que c'est une question
de rapidité à laquelle ils vont commercialiser les produits par rapport à l'annonce. Et si vous vous souvenez, les premières générations, quand il y avait une grosse surprise comme ça, il y avait 6 mois entre 3 à 6 mois entre la date d'annonce et la date de sortie du produit. Et c'est de là que venait la surprise, parce qu'en fait, il concevait la bête en interne, et il la présentait, et après, il la faisait produire, en fait. Là, quand il y a des fuites comme ça, c'est dans les dernières étapes, c'est les étapes de commercialisation. Quand par exemple, les pubs partent chez l'imprimeur, souvent, c'est les imprimeurs, c'est pas du tout le département marketing interne à la boîte ou quoi, ça peut être l'imprimeur sous-traitant qui balance en avance un visuel du produit, ou des trucs comme ça. D'accord. Ok, merci beaucoup Cassim. Avant de quitter ce dossier, de passer aux news et rumeurs, je crois que notre camarade Flobo souhaite parler rapidement de matériel. Et s'il mettait du micro, ça serait carrément mieux. Il marche mieux avec, bien sûr. Attends, alors on refait. Flobo qui va nous parler de matériel. Vous vous souvenez du projet WOA Windows ARM pour les 950 ? Oui. Eh bien, ce projet est considéré maintenant comme terminé. Il a atteint son but. Comme vous le savez, la version actuelle de Windows 10, on en avait parlé, c'est la dernière version qui a encore le support du stack mobile, l'anciennement Windows Phone. Donc, c'est la dernière version qui pourra faire encore des appels téléphoniques pour l'instant. Et ils ont fini les drivers au mieux qu'ils pouvaient de leur point de vue. Maintenant, ils ne peuvent pas faire plus. Et donc, voilà le résultat, encore une fois, sur le 950. Je ne sais pas si on voit bien, je ne pense pas. Donc, ouais, maintenant, ils supportent la plupart des drivers, même la rotation, des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment fait le boulot vraiment au max. Il y a quelques petites choses qu'ils ne peuvent pas supporter encore, par exemple la caméra, l'appareil photo. Ça, ils disent que c'est trop compliqué à faire, donc ce serait impossible. Mais pour tout le reste, les SMS fonctionnent, les appels fonctionnent, la 4G fonctionne. Ils ont même recodé des applications supplémentaires pour Windows 10 complet, une application radio. Comme pour le 950, on branche son oreillette et ça fait antenne pour utiliser la radio, ça fonctionne. Ils ont codé une nouvelle application SMS, vu que Microsoft avait supprimé celle de Windows 10. Bon, ils ont recollé toutes les applications qui manquent, et donc ça fait un peu la version finale de feu Windows Phone. Ah, on a perdu ton son, Flobo. Quelqu'un m'a mute, qui a osé? Ah. Est-ce que tu veux que j'en parle au prochain Si vous avez encore un vieux 950 qui traîne, maintenant que le projet est fini, c'est peut-être l'occasion de tester pour s'amuser. Si tu veux, à la prochaine réunion d'administration, je peux demander de reconduire le projet si tu veux. Oui, bon, si tu l'achètes, oui. T'achètes Microsoft? Non, mais... Voilà, petite news. Ok. Il y aura quand même bien 950. Hein. Ils ont réussi à le faire tourner de la version Windows 10 d'il y a 5 ans à la version Windows 10 maintenant. C'est quand même un bel exploit. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Flobo. Allez, donc on conclut cette partie dossier. Et on passe maintenant à la partie news et rumeurs. Alors, on va commencer avec des informations quand même relativement rapides. Pour vous signaler que Edgeium, le logiciel, la version de Edge en bêta basée sur Chromium, est sortie il y a déjà fort longtemps en version Canary, donc c'est la version qui est mise à jour quasiment tous les jours. La version développeur qui est mise à jour au moins une fois par semaine. Et la version bêta est sortie il y a assez peu de temps, finalement, la version bêta qui est la version destinée au grand public, finalement, à tester, et qui n'est mise à jour que toutes les 6 semaines environ. Eh bien, elle a eu sa première mise à jour, c'était quand il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, et donc avec toute une grosse correction de bugs, ajout de nouvelles fonctionnalités, mais que nous, on peut avoir déjà dans la version développeur ou dans la version Canary. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que pour des versions développeurs Canary, des versions vraiment bêta, voire plus, j'ai jamais de plantage, c'est hyper stable. Je ne sais pas si vous arrivez à les faire planter. C'est une super réussite, ce truc, sérieusement. Enfin, pour moi, c'est the réussite du moment, quoi. Tu sais que j'installe la version dev chez des clients. Dès que je suis avec TeamViewer, je vois qu'ils utilisent Edge. Beaucoup, tu sais, ils utilisent Windows 10 comme ça, bêtement. Hein. Ils utilisent Windows de base. Et je leur mets directement Edgeium, je leur explique un petit peu, mais ça reste une tuerie ce truc-là. Enfin, moi, j'en suis satisfait, mais alors extraordinaire. Ouais. Niveau stabilité, moi, j'ai envie de dire j'ai l'impression qu'en 6 mois, je suis toujours en Edge Canary, donc la version vraiment la plus bêta possible. Il plante moins que Edge normal, non bêta,
par 2 jours, quoi. Donc bon, moi je veux dire, je pense qu'à peu près, quand je me forçais à tenter d'utiliser le Edge classique, moi, il crachait complètement 5 à 10 fois par jour en moyenne. Dès que j'arrivais à 20-30 onglets, il était mort. Le machin, il commençait à partir en morceaux. D'accord. Ouais, enfin, bon, je sais pas si tout le monde a 20 ou 30 onglets Là, quand même. j'arrive à 50 onglets, le machin, il tient encore. Bon, parfois, par contre, ma RAM, elle commence à mourir, mais ça, c'est un autre Oui, problème. mais bon, ça, c'est autre chose. Ok. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que avant, j'utilisais pas beaucoup d'extensions. Je vous assure que c'est vrai. Et là, maintenant, je m'y suis mis à aller sur le truc de Google, prendre l'extension, pouf là. Et enfin voilà quoi, je comprends en fait le manque d'extensions qu'on pouvait avoir sur les navigateurs autres que Chrome. Merci Christophe. Il faudra peut-être présenter des extensions qui peuvent faciliter la vie aussi, parce que tout le monde n'est peut-être pas utilisateur d'extensions. Ça sera l'occasion d'en partager, d'en faire découvrir. Et dernier petit truc, oui, j'ai pas eu le temps de le tester. Vous avez vu qu'il y a eu le 360 Viewer qu'ils ont mis par défaut dans Edgem? Non. C'est un petit bouton qui se trouve au niveau des extensions et ça s'appelle, quand vous allez dessus, le 360 Viewer, pour que depuis votre casque machin, vous vous immergez dans les vidéos, dans les sites. J'ai pas testé, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Non, en plus, il faut que je rebranche le casque. Un autre mais c'est peut-être parce que tu as un casque aussi. Alors parce que tu as un casque de branchette à machine. Ah bah c'est QFD. Ouais, je crois que c'est quand tu es sur une vidéo qui peut être vue en VR, il te met le petit bouton qui apparaît de mémoire. Je l'avais eu à minuit. Ça va être super pratique avec YouPorn alors. Ouais. Il y a une dernière petite news Edge, c'est que ils ont mis à jour la. Oui, mais parle du contrôleur multimédia. Ils ont. Ah bon, non, je parlais pas de ça. Vous vous souvenez de l'application continuer sur PC qu'on a sur Android lorsqu'on installe le Microsoft Apps, c'est ça? L'application, je sais plus laquelle c'est. La même qui fait Your Phone, je crois, de mémoire. Ah, c'est Your Phone Companion maintenant, je pense. Voilà, je suis con. Voilà. Et lorsqu'on fait continuer sur PC, avant ça utilisait l'ancien Edge. Maintenant, si on est en bêta, ça va utiliser le Edgem. Donc on va pouvoir réutiliser cette application-là avec le nouveau Edge. Voilà. Flobo, c'est pas à toi que j'ai montré avec Office 365 Outlook cette semaine. J'avais un truc et puis ça m'a ouvert Internet Explorer. Si, c'est à moi qui a montré ça, oui. Qu'est-ce que c'était dans Outlook 365? Je sais pas quoi, c'était quoi cette connerie? Et en fait, ça m'a ouvert. C'était ouvrir. Je sais plus ce que c'était. Puis finalement, ça m'a ouvert Internet Explorer. Putain, les boulets. Je n'ai rien contre les développeurs, ce sont des salariés comme les autres. Et donc, vous avez vu donc la refonte dans la version Canary de Edge de l'UP du Media Control. Je suis vraiment pas fan, mais bon, voilà. C'est quoi ça raconte? Si j'ai bien compris, c'est quand tu as une sorte de bouton qui s'est ajouté dans la version Canary. Par exemple, quand tu as une vidéo qui se lance sur YouTube, c'est au niveau des extensions, comme ce que tu décrivais tout à l'heure avec 360. Et tu cliques dessus et en fait, tu as l'accès à un bouton à pause suivant. Ils l'ont pas enlevé, ça? C'est arrivé il y a 2 mois. Ils l'ont désactivé par défaut, mais on pouvait le remettre dans les paramètres. Ils l'ont réactivé par défaut la semaine dernière, mais cette fois avec un nouveau design du bouton. Avant, c'était un bouton play, maintenant, c'est un bouton de musique. Je l'ai plus, moi. Même ça revient, ça part, ça revient. Et si tu veux le réactiver, tu vas dans About Flags et tu cherches Global Media Control, tu fais activer et là, tu vas pouvoir le remettre à la main. D'accord. C'est vrai que c'est assez spécial. À quoi ça ressemble? Maintenant, ils ont changé le bouton. About Flag, et qu'est-ce qu'il faut chercher? Media Control. Global Media Control. Oh, pardon. Ok, merci. Du coup, ça c'était pour Edge. Je pense qu'on peut refermer le chapitre peut-être. Je sais que Guillaume voulait qu'on parle rapidement de Cloud Download, qui est la nouvelle fonctionnalité de réinstallation de Windows 10 qui est tout juste arrivée en test là, je crois, qui permet. Alors en fait, il y a l'installation. La procédure de réinstallation de Windows a énormément évolué de version en version. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la dernière version, en gros, pour économiser de la place sur le disque, Windows 10 n'a plus de partition de récupération. Et à la place, en fait, quand on lui demande de se réinstaller, il va piocher dans son propre dossier système et il reconstruit en fait la partition de récupération à partir du dossier actif. Donc le problème, c'est que en soi, ça permet d'économiser beaucoup de place, mais ça prend beaucoup de temps de reconstruire la partition de récupération. Et 2, si ton Windows est complètement vérolé, corrompu et complètement planté,
il va tout simplement pas réussir à refaire cette partition de récupération, en fait. Il va pas réussir à la reconstruire. C'est là qu'intervient Cloud Download, la nouvelle solution de Microsoft, où tout simplement, en fait, il va télécharger depuis le cloud la dernière version en date de Windows 10 en version complète et la réinstaller sur ton PC par-dessus l'installation actuelle, ce qui va permettre d'avoir une installation 2.0 sans prendre la place. Enfin, il va télécharger, ça va prendre de la place au moment du téléchargement, mais au quotidien, ça ne prend pas de place. Et ça va permettre de réinstaller proprement Windows sans partir d'une version corrompue. Puissant. C'est pas mal. C'est puissant. Ouais. De fait, c'est exactement ce que tu pouvais faire avec le Media Creation Tool tout seul. Après, ça se fait tout seul maintenant. Avant, tu devais faire quelques clics. Oui, ça, c'est une nouvelle. Maintenant, c'est mieux présenté. Oui, c'est plus simple pour les gens, j'avoue, parce que télécharger, ça c'est un peu. Ouais, c'est le genre de fonction qui, quand même, quand tu as ton Windows qui commence à planter, t'as pas envie de justement avoir les quelques clics à faire, t'as pas envie de chercher. Mais après, j'ai envie de dire, je suis quasiment sûr que l'énorme majorité des gens ne s'en serviront quand même pas, parce que moi, je vois bien, dès qu'il y a un truc qui ne vont pas, ils ont peur de cliquer sur les boutons réinitialiser, des choses comme ça. Je vois les. T'as peur de perdre tes données, ils n'osent pas trop. T'as peur de perdre tous tes documents. Ouais, c'est un peu ça. Dès qu'ils ont un. Oula, là. Même si c'est écrit, vous allez réinstaller sans perdre de données, les gens ils vont avoir peur quand même. Je sais pas pourquoi. C'est normal. Bon, Flobo, c'est toi qui es le gros utilisateur de Sticky Notes dans l'équipe, non? Comme ça. Donc, tu es le gros fan de Sticky Notes. Donc, tu as forcément. Je suis un utilisateur. Tu as forcément vu la nouvelle mise à jour. Oui, il y a une nouvelle mise à jour apparemment maintenant. Donc, on peut directement voir donc, tous les Sticky Notes qu'on a directement donc, sur la jump list. Donc, c'est ce qu'on a en faisant un clic droit sur l'icône dans le menu démarrer. Sur la barre des tâches, pardon, dans la barre des tâches. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français parce que je n'ai pas utilisé un Windows en français depuis 10 ans. Donc, Cassim, s'il te plaît, sauve-moi. De quoi, les post-it? Non, la jump list, c'est quand tu fais un clic droit. Ça s'appelle la jump list en français, je crois. Enfin, c'est le clic droit. D'accord, bon, voilà. La liste saut. Je crois qu'elle n'a jamais été traduite en vrai, le nom de la fonction. Donc ça permet d'avoir directement ces notes ouvertes sur Windows. Et c'est plutôt pas mal parce que sur Android, surtout si on utilise le Microsoft Launcher, on a directement à droite, en slidant à droite, on a, il est coupé, c'est pas grave. En slidant à droite, on a directement la liste de toutes ces notes ouvertes, tandis que sur Windows, je trouvais que c'était encore un petit peu laborieux, il fallait faire cliquer sur Options, Paramètres, regarder toutes les notes et ouvrir celles qu'on voulait. On n'avait pas une visu vraiment globale de tout ce qu'on a comme notes en ce moment, comme on avait sur Android, et maintenant c'est le cas, on va pouvoir directement avec cette jump list directement. C'est une petite évolution, mais bon, ça permet de rendre vraiment Sticky Notes plus facile à utiliser et plus convivial. Moi, je trouve vraiment ça pratique en complément à OneNote, parce que OneNote, je trouve, c'est très très pratique pour le boulot, je m'en sers vraiment pour tout ce qui est boulot, je m'en sers tous les jours. Mais moi, pour les trucs, genre, si je dois aller chez quelqu'un qui me dit le code de la grille, c'est 4023, ça, je ne le mets pas en OneNote, mais c'est clairement le genre de truc où Sticky Note va me servir. Je le mets dans un Sticky Note, je suis sur mon Microsoft Launcher sur Android, je slide à droite, et pouf, j'ai ma Sticky Note qui est là. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment là où le Sticky Note est très puissant et très utile. D'accord. Alors, du coup, il y a une autre nouveauté, c'est tant qu'on est un peu dans les trucs un peu de productivité, c'est du côté de OneDrive d'abord. C'est un truc qu'on avait déjà annoncé, donc ça tient vraiment en une phrase. C'est le fait de pouvoir acheter plus de stockage maintenant si vous êtes abonné à Office 365. Si vous êtes abonné, vous avez le droit à 1 Tera de stockage déjà inclus dans votre abonnement. Et si vous êtes arrivé au bout de votre Tera de stockage, vous avez tout mis dans OneDrive. Maintenant, vous avez la possibilité d'acheter du stockage supplémentaire jusqu'à 1 Tera de stockage supplémentaire, ce qui va faire un total de 2 Teraoctets, sauf si vous êtes Guillaume. C'est le même tarif que pour le premier Tera hors abonnement. Je me rappelle plus, j'ai plus le tarif en tête, je crois que c'est pas 20 €, quelque chose comme ça. J'ai plus le tarif en tête, je dois avouer. Mais ça vous fait un total de 2 Tera, sauf si vous êtes Guillaume et que vous cumulez 3 ou 4 abonnements parallèles. Différents, ouais. Oui, alors vas-y, dis-nous, t'es 40... Combien de Non, mais si vous faites partie de différents groupes, chaque groupe sur lequel vous avez un compte Office 365 vous offre 1 Tera de stockage. Donc vous pouvez facilement avoir 2, 3, 4, 5 Tera de stockage. Si vous trouvez des gens qui peuvent vous prendre dans leur association, dans leur entreprise, vous créez juste un compte. Voilà. Sinon, secrètement, vous prenez un compte Google Suite à 10 € par mois et vous avez le stockage illimité. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est Google. Ok. Oui, je sais. Allez. Voilà. Voilà.
Après, tu parlais tout à l'heure, Cassim, un petit peu de productivité. Alors, c'est une petite information rapide. C'est pour annoncer qu'il y avait des mises à jour dans Microsoft 365, notamment sur PowerPoint, pour faciliter les présentations dans l'outil en ligne. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le client lourd parce que vous ne l'avez pas installé, parce que vous êtes en déplacement, dans l'outil en ligne, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui vont vous faciliter la présentation. Vous avez la prise en charge du stylet. Vous pouvez écrire maintenant dans vos présentations dans la version en ligne. Il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a notamment Whiteboard, l'application Whiteboard de tableau blanc, Christophe, qui a été mise à jour aussi avec plein de nouvelles fonctionnalités. Moi, je disais que je regrettais la vieille version. J'ai testé les premières versions de Whiteboard et je la trouvais totalement destinée à l'éducation. C'était vraiment la base de Whiteboard à la base. Et maintenant, c'est plus le cas et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, Christophe lui trouvait des utilisations pour Whiteboard au niveau professionnel. Ouais, bah, tu partages un tableau blanc avec des personnes au niveau pro quand tu veux gribouiller ou expliquer quelque chose. C'est vraiment génial en fait. Par contre, elle est mise à jour tous les 2 jours sur PC. Je sais pas pourquoi parce que je vois pas les changements d'amélioration. Mais c'est un super produit qui gagne à être connu en fait. Et pour revenir à ce que tu disais sur PowerPoint, là c'est vraiment bien le truc en ligne parce que je sais pas si vous l'avez déjà eu. Enfin, après il faut faire des présentations, mais le côté dessin dans PowerPoint, même du logiciel, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais c'est déjà génial. Sur le client, pas sur la version en ligne. Tout à fait. On dessine quelque chose, et ben en fait, on va voir le replay. Ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Mais maintenant, qui est sur la version web, je trouve ça super puissant en fait. Ouais. Qu'ils arrivent à faire en fait la même chose sur 2 mondes différents. Et c'est vraiment chouette. Vraiment, je suis bien content de ce truc. Okay. Par contre, juste pour rebondir là-dessus. Tu as dit que c'est marrant, tu as dit que c'était une news de Microsoft 365, et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé du fait que mes apps Office 365 avaient été renommées Microsoft 365, et bien ça a duré 2 jours. Au bout de 2 jours, tout est redevenu Office 365. Donc, c'est quoi ce bordel ? Peut-être que c'était une erreur, quelque chose qu'ils ont sorti un peu trop en avance avant les annonces, je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, Office 365 redevient Office 365, qui n'est pas encore complètement fusionné avec Office 365. Même si, à mon avis, les signes nous montrent que ça ne va pas tarder, je pense. Ouais, il faut garder l'œil ouvert pour le 2 octobre, c'est un événement Surface, mais ce sera aussi un événement logiciel. Enfin, je vois bien cette annonce-là arriver le 2 octobre officiellement, c'est juste qu'ils ont ouvert les vannes un peu trop rapidement. Ouais, ok. Allez, on va continuer cette fois-ci, on va laisser la productivité de côté, on va se faire plaisir un petit peu, on va passer dans le monde de la Xbox. Puis on va parler de la grosse annonce. Alors c'est avant-hier le 24, il y a eu une conférence interne Microsoft où a été finalement libéré les préinscriptions pour xCloud, Cassim. Yes, c'était le Inside Xbox, c'est une sorte de petit rendez-vous, je crois quasi mensuel que Microsoft fait. Ouais, mensuel, ouais, interne. Non, enfin c'est sur YouTube quoi, quand même. Ils le font en interne, mais c'est diffusé sur YouTube. C'est diffusé publiquement après. Ouais, sur YouTube. Et alors je vous conseille pas du tout de le regarder parce que c'est assez horrible à regarder. C'est très long et chiant et c'est en plus plein de marketing américain où ils trouvent tout génial et ils font des blagues, tout ça. On dirait un peu le téléachat quoi. Mais en dehors de ça, par contre, il y a des annonces de temps en temps qui sont très sympathiques, dont l'ouverture des préinscriptions de xCloud, effectivement. Donc, d'ailleurs, xCloud qui change de nom, qui devient, j'ai plus le nom en tête, Xbox Game Streaming de mémoire. Les noms mais ça sont toujours mieux. C'est plus. Ouais, mais le nom est quand même beaucoup plus équivoque. Enfin, on sait tout de suite de quoi on parle, quoi. Xbox Game Streaming, ça va. Ouais, mais les gamers, ça, c'est le genre de trucs, ils sont pas cons. Enfin, ils sont pas cons. C'est le genre de truc où ils sont quand même assez pertinents. Enfin, en tout cas, du coup, c'est l'ouverture du test, donc c'est gratuit pour l'instant, tant que c'est en bêta test. C'est limité aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Royaume-Uni. La raison, c'est qu'en fait, là, contrairement à Google avec Stadia et compagnie, Microsoft, il vise un public très particulier, c'est celui du smartphone. D'ailleurs, il faudra absolument un smartphone sous Android pour tester cette preview, c'est pas disponible sur iOS. Et il faut une connexion soit Wi-Fi en 5 GHz, soit en tout cas au moins 10 mégabits seconde, et ils aimeraient tester le cloud sur réseau mobile, pas que à la maison. Et c'est pour ça qu'ils se sont associés en fait avec des opérateurs. C'est pour ça que c'est disponible dans si peu de pays. C'est SK Telecom par exemple en Corée du Sud, Vodafone au Royaume-Uni et T-Mobile aux États-Unis. Donc il faut s'attendre par exemple à ce qu'en France, dans les semaines à venir, peut-être ça s'ouvre et que ce soit par exemple Orange ou SFR qui soient retenus comme partenaires de lancement.
On imagine qu'il y aura d'autres partenaires à l'avenir. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le réseau soit optimisé au mieux pour pas qu'il y ait de latence en fait quand on joue en cloud. Cela étant dit, c'est pas parce que c'est limité à ces 3 pays qu'on peut pas s'inscrire. Non. Le service te demande ton code postal. Si tu rentres un code postal britannique, par exemple, tu peux t'inscrire à la bêta. Ça ne veut pas dire par contre que tu seras retenu, hein, parce que c'est une bêta sur inscription qui ouvrira dans quelques semaines et ça se fera par vague en prenant à chaque fois quelques heureux élus. On ne sait pas d'ailleurs exactement comment ils vont choisir. Si vous habitez par hasard au Royaume-Uni et que vous êtes chez, du coup, j'avais dit Vodafone, et qu'en plus vous avez un smartphone Samsung, il y a plus de chances, on va pas se cacher, que vous soyez pris. Ouais, parce que c'est Samsung qui est aussi partenaire officiel côté smartphone. D'accord. Il va y avoir des forfaits spéciaux alors pour ça, parce que j'imagine qu'il faudra de la data quasiment illimitée pour ce genre de choses, parce que ça va bouffer à la vitesse grand V. Donc, c'est une question très intéressante. Alors pour l'instant, il n'y aura pas de forfait adapté. Alors déjà, de toute façon, pour l'instant, l'abonnement du coup au service de jeu est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement spécifique annoncé côté opérateur mobile. Les joueurs qui auront accès au service joueront. Il faudra une manette Xbox branchée en Bluetooth et ils joueront à Gears 5, Sea of Thieves ou Halo 5. Il n'y aura pas besoin de posséder ces jeux-là ou d'être abonné au Game Pass pour y jouer. Ils sont offerts pendant la durée de la bêta. C'est vraiment, il y a vraiment zéro condition en fait à part avoir un compte Microsoft. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, il mentionne que le service fait partie de l'écosystème Xbox. Et ça veut dire que par exemple, si vous avez déjà une sauvegarde de jeu Gears 5, vous allez pouvoir jouer dans le cloud avec la même sauvegarde, puis revenir sur votre Xbox et alterner sans souci. Ça marche comme si en fait, il faut voir le cloud comme une troisième machine en plus du Xbox et de la PC. Alors, moi, je voulais revenir sur ce que disait Flobo. Ouais. Il parlait de la quantité de data qu'il fallait. Si tu regardes ce que tu consommes quand tu fais du Netflix ou du Amazon Prime Video, finalement, tu consommes pas tant de data que ça. Et là, ça va être finalement à peu près la même chose parce que tout ce que tu fais avec ta manette, finalement, ça va pas consommer beaucoup de data. Ce que tu reçois, oui, tu vas recevoir le flux d'images, mais ça va jamais être pareil qu'un flux Netflix, je pense, ou Amazon Prime. Donc, si tu dois pas jouer, si tu joues 10 heures par jour, forcément, tu vas tout péter. Mais je pense que ça doit être gérable à peu près. Enfin, voilà, en France, tu as des forfaits 20 gigas, 30 gigas, 50 gigas. Avec ça, je pense que tu joues de manière assez à l'aise tout le mois. De toute façon, c'est qu'en fait, surtout, c'est un problème temporaire. Parce que, alors, je pense qu'il va effectivement consommer, je suis d'accord avec Florian, il va consommer plus le service que Netflix. Parce que je pense pour des raisons de préchargement et de compression, etc., il va moins gérer, ça va moins être optimisé que Netflix comme flux. Tu penses ? Je pense qu'il va consommer un peu plus. Cela étant dit, le problème va se régler tout seul parce que la 5G, clairement, tout laisse penser qu'avec l'arrivée de la 5G, les forfaits vont passer en illimité sans data. Sans câble de data, ou en tout cas les forfaits vont exploser en termes de volume. On sera plus de 200 gigas, ce sera peut-être 1 Tera par mois, ou un truc comme ça. Ce serait bien. Et là, on n'aura carrément plus du tout le problème. En tout cas, il commence vraiment à avoir beaucoup de communication dans le sens où la 5G n'aurait plus de volume de data mensuel. Donc, on peut s'y attendre. Donc ça, en tout cas, c'était pour les grosses news pour xCloud. Donc, c'est pas tout de suite en France, malheureusement, mais ça se rapproche quand même. Merci beaucoup. Il y a une raison particulière pour le partenariat avec Samsung? Parce que je veux dire, est-ce que leurs téléphones sont plus adaptés ou c'est juste vraiment pour la forme? C'est pour la forme, à mon avis, il n'y a pas vraiment de raison. Je veux dire, pourquoi ils ont besoin d'un partenaire mobile adapté? Alors, à mon avis, c'est purement pour des sous, c'est tout. C'est purement des sous et c'est purement une question que en fait, ils mettent leurs jetons pour que Samsung, parce que en fait, leur gros concurrent sur Android, ça va être Google Stadia. Et ils sont, à mon avis, en train de mettre leur jetons. Ça va avec l'alliance Samsung-Microsoft et tout le bazar qu'on a depuis. Oui, je ne faisais pas le lien. Oui, d'accord. Exactement. Et du coup, à mon avis, je vois gros comme une maison que le Galaxy S11, par exemple, il intégrera directement l'application Xbox Game Streaming par défaut. Ok.
Merci beaucoup pour toutes ces infos sur donc le Xbox Game Streaming. Pour continuer, c'était pour vous annoncer la sortie d'un jeu quand même bien connu, c'est Civilization 6 qui va arriver sur la Xbox. C'est un jeu qui a quand même quelques années. Moi, je suis étonné de le voir arriver à un tarif aussi élevé, 60 € pour la version de base, et il faudra rajouter encore 40 ou 50 €, je sais plus. Il faudra rajouter encore 50 $, pardon, pas des euros, des dollars, 50 $ pour l'extension. Quand on sait que la version de base est à 19 € sur PC et l'extension doit être autour de 30 €, je trouve ça un petit peu cher. Alors, il paraît qu'il y aura des bonus qui feront partie de l'édition Xbox. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je dis c'est un petit peu dommage à mon goût de retrouver ce jeu à ce tarif-là. Je sais pas, il y a des joueurs de Civilization ici? Oui, mais par contre, je suis pas du tout intéressé par y jouer sur Xbox, quoi. Déjà, déjà sur Switch. À la limite, sur Switch, je pourrais un peu plus le comprendre parce qu'il y a le côté mobile, même si c'est un peu bizarre de jouer sur une console aussi peu puissante. Mais par contre, la Xbox, vraiment, je vois pas trop l'intérêt pour Civilization. Je trouve que le jeu s'y adapte pas forcément très bien. Après, tant mieux, hein, si les gens sont fans. Hein. Je suis pas forcément. Oui. Alors, ça sortira le 22 novembre, donc c'est pas pour tout de suite encore. Ok. Voilà. Et puis une dernière news, moi qui était dans le document, c'est Cassim, une news écologique. Microsoft s'est inscrit à un programme, alors plus au niveau du développement durable, et ils annoncent qu'ils vont produire 825 000 Xbox neutres au niveau du carbone. Donc je ne sais pas si c'est quand même pas un peu marketing, même si c'est bien qu'ils fassent des efforts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet ? Ouais, c'était un sommet à l'ONU. En fait, tu as les géants du jeu vidéo qui sont venus annoncer ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de consommer moins dans le secteur du jeu vidéo sur le plan carbone. Et l'annonce de Microsoft, c'était que effectivement, il y aurait 825 000 825 qui seraient produites et qui seraient neutres sur le plan carbone. Alors, déjà neutre, ça veut donc dire qu'elles vont quand même consommer, ne serait-ce que par exemple pour leur production, pour leur création, leur expédition. Mais Microsoft va faire en sorte d'équilibrer ce bilan carbone négatif en le compenser en plantant des arbres, des trucs comme ça, en participant à des projets, par exemple, sur les énergies renouvelables et ce genre de choses. Et ils vont acheter des bons, en fait. Enfin, c'est une nouvelle économie où ils vont faire en sorte que, théoriquement, la consommation, le coût carbone de ces Xbox va être compensé. Après, effectivement, ça ressemble beaucoup à du greenwashing, malheureusement. Mais eux, ils promettent que c'est vraiment le point de départ d'une réflexion et que, à défaut de peut-être généraliser un jour le fait que toutes les Xbox soient neutres en carbone, au moins essayer de réfléchir un peu sur ce projet-là pour améliorer le produit grand public qui sera commercialisé. Et par exemple, ça peut être effectivement réduire le packaging, ça peut être faire en sorte de peut-être plus facilement créer un produit recyclable, etc. Donc on verra ce que ça donne au final. Mais on peut pas non plus, faut pas non plus. Non, faut pas être forcément négatif, mais bon, il y a quand même, voilà, comme tu disais, du greenwashing derrière, sûrement. Probablement. Il y a d'autre côté, tu as Sony qui a annoncé que la PlayStation 5 elle consommerait beaucoup moins que la PlayStation 4 en veille. Est-ce que là aussi c'est pas juste de la logique parce que la console va juste moins consommer parce qu'elle est plus moderne et que le processeur est plus moderne. Pareil, est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une volonté de la part de Sony de consommer moins ou est-ce que c'est juste du greenwashing? Là aussi, on ne sait pas trop. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment, je pense, au final, c'est positif. Et quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire de façon plus sincère que ce qu'on aurait pu croire avec l'accessibilité dans le jeu vidéo, on peut leur prêter de faire mieux pour le bilan carbone. L'un de vous a déjà essayé la manette d'accessibilité, voir à quoi ça ressemble? Enfin, qu'est-ce que ça donne en jeu? Non, mais par contre, j'avais été bluffé par le design de la boîte, du packaging. Je me souviens du design de la boîte. Mais non, j'ai jamais testé. J'avoue jamais avoir testé. Je sais juste que Gears la prend vraiment bien en charge. Oui, c'était le jeu le mieux adapté par rapport à cette manette. Ouais, parce qu'il faut quand même que les jeux s'adaptent. Après, non, il faut pas que les jeux s'adaptent. La manette remplace complètement une manette Xbox, c'est transparent.
Mais par contre, c'est mieux si le jeu peut mieux en tirer parti, je pense, et mieux s'adapter ou activer par défaut certaines options, en tout cas, j'imagine, si tu dis que tu as une manette d'accessibilité. Ou il peut te poser peut-être des questions, quoi. Ok. Merci Cassim. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une dernière news qui devait être traitée, donc c'est la news inutile de fin d'épisode. Ça serait la dernière séquence. Et je crois que c'est Florian qui veut nous parler d'une nouvelle dame, d'une drôle de dame. C'était une proposition, c'est juste que je l'ai vu passer dans la news. On a eu une mise à jour d'Alexa il y a 2-3 jours, Alexa sur Windows 10, qui est enfin arrivé en France il y a quelques semaines de mémoire, qui nous propose de devenir un assistant par défaut qui fonctionnera derrière l'écran de verrouillage, comme Cortana avant. Donc on voit que Amazon lance met vraiment beaucoup sur Alexa et tente de l'envoyer un peu partout. Moi je suis agréablement surpris par Alexa. Je dois dire que je m'en sers de plus en plus et qu'au final ça fait que je me sers un peu de moins en moins de Cortana. En fait je suis arrivé sur une sorte de fonctionnement où j'utilise, quand je suis au clavier j'utilise Cortana, quand je suis à l'oral j'utilise Alexa. Je trouve que l'un est plus adapté au clavier, l'un est plus adapté à l'oral. Bon après on verra bien si ça donnera sur le long terme, mais je trouve ça assez intéressant que Amazon quand même améliore de plus en plus l'intégration d'Alexa dans Windows 10. Et il n'y a pas que Alexa qui prend de la place un peu dans l'écosystème Microsoft, il y a aussi Google Assistant qui arrive sur Xbox. Ça a été annoncé aujourd'hui. Je l'ai pas vu ça. Ça a été annoncé aujourd'hui, c'est disponible qu'aux États-Unis comme souvent pour l'instant, mais ils annoncent par contre, c'est quand même un partenariat entre Google et Microsoft et ils annoncent que dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année, ce sera ouvert à plus de langues, on peut espérer le français. Et ça permet déjà d'envoyer un certain nombre d'ordres si vous avez un Google Home à la maison ou un smartphone équipé de Google, ou même un iPhone marche aussi. Vous pouvez allumer, éteindre la console, lancer un jeu, gérer les films, etc. À la voix directement depuis votre smartphone ou votre Google. Ça m'a toujours étonné qu'ils ne l'ont pas intégré dans Chrome sur Windows. Je me dis que ça aurait été le cheval de Troie un peu, et ils l'ont jamais vraiment fait. C'est un peu... Ouais, mais en tout cas, voilà, ça arrive sur Xbox. Et on l'a pas mentionné, mais le Game Pass s'est aussi enrichi. C'était une des infos du Inside Xbox. Et notamment, tu parlais de civilisation, Guillaume. Moi, je voulais mentionner l'arrivée de City Skyline dans le Game Pass PC, qui est un très très bon gestionnaire, un jeu de gestion de ville. C'est l'héritier complètement de SimCity, si vous avez connu. Et que si vous étiez fan de SimCity 2000 ou SimCity 3000, par exemple, je vous conseille de télécharger City Skyline sur le Game Pass PC. D'accord, merci beaucoup Cassim. Est-ce qu'on peut détruire la ville avec des désastres à la fin? C'est possible, j'ai un doute sur ça. Mais... pour moi, c'est l'élément le plus important de SimCity. Hein. Tout péter à la fin quand on en a marre, c'est très important. Ok, le mot de Dieu. Allez. En tout cas, bon, malgré ces petites péripéties de connexion, merci à vous trois d'avoir été présents. Merci Cassim d'avoir pris le relais quand j'avais plus de connexion. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours quant à la qualité audio. On sait qu'on a certains qui se plaignaient des jingles trop forts, donc je vais essayer d'arranger ça. Surtout, n'hésitez pas à le dire, voilà, je peux essayer d'y faire quelque chose. On se donne rendez-vous normalement le 3 octobre pour un épisode spécial, je pense, en lien avec la conférence Surface. Yeah. En attendant, portez-vous bien. Laissez vos commentaires sur la page YouTube ou sur la page du site à l'épisode 161. Puis en attendant, on se dit à bientôt sur le Slack, sur Twitter. Retrouvez-nous. Salut. Salut.